Bonsoir Judith, bienvenue dans ce deep dive de Contre-champ. Aujourd'hui, on s'attaque à une thèse qui fait froid dans le dos. Et si les démocraties occidentales n'étaient plus vraiment des démocraties? Si derrière les élections, une nouvelle aristocratie avait verrouillé le système à son profit? Bonsoir Christophe. C'est en effet la thèse choc de l'étude que nous avons sous les yeux, l'hégémonie du capital. Elle nous dit qu'il y a une continuité cachée entre les révolutions du XVIIIe siècle et notre époque, en 2026. Une continuité dans l'exclusion des classes populaires du pouvoir réel. Et cette exclusion n'est plus juridique, elle est systémique, algorithmique, financière. Le document commence par un parallèle historique. En 1789, comme aujourd'hui, le déclencheur serait une crise de la dette. Une dette détenue par une élite financière qui, en quelque sorte, tient l'État en laisse. Absolument. La Révolution française, on nous l'a vendue comme le triomphe des Lumières et du peuple. Mais c'est aussi une révolution de rentiers, comme disait Jaurès. Les créanciers de l'État, les banquiers comme Necker, avaient peur que le roi fasse banqueroute et annule ses dettes. Ils ont donc fait une grève du capital. Ils ont refusé de prêter, asphyxiant l'État. Ça a forcé Louis XVI à convoquer les États généraux. Le reste, on le connaît. Et aujourd'hui, la grève du capital, c'est quoi? Les agences de notation? C'est l'automate des marchés obligataires. Quand l'Assemblée nationale française a été dissoute en juin 2024, l'écart de taux avec l'Allemagne a bondi. C'était comme un vote de défiance des marchés. Un avertissement. Si vos politiques ne nous plaisent pas, nous ferons exploser le coût de votre dette. L'État est sous tutelle. Il ne peut plus mener de politique de redistribution massive, car cela effraierait les investisseurs. On dépolitise l'économie. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité mathématique. On parle d'une aristocratie de la richesse. Mais si le suffrage est universel, comment cette aristocratie se maintient-elle au pouvoir? Le document parle d'un sens caché. C'est un concept clé, emprunté au sociologue Daniel Gaxi. Regardez la composition de l'Assemblée nationale. En 2024-2025, 68% des députés sont des cadres supérieurs. Ils représentent 11% de la population. À l'inverse, les ouvriers, qui forment une part importante du pays, sont 1% des élus. C'est une distorsion spectaculaire. Comment expliquer cette éviction? Ce n'est pas une loi qui l'impose. C'est une barrière sociologique, économique, culturelle. Le coût exorbitant des campagnes électorales exclut d'emblée ceux qui n'ont pas de réseau riche. La complexité technocratique du langage politique intimide et exclut ceux qui n'ont pas le capital culturel. Résultat, les classes populaires se retirent. L'abstention est massive dans les quartiers populaires. Ce n'est pas de l'apathie, c'est un choix rationnel, un exit, comme dirait Hirschman. À quoi bon voter si votre vote ne change rien aux fondamentaux? Si l'État vous apparaît non comme un protecteur, mais comme un percepteur d'impôts au service de créanciers lointains. Et ceux qui restent dans le jeu politique, comment sont-ils influencés? Le document évoque le lobbying d'une ampleur inédite. C'est le deuxième pilier de la capture. Aux États-Unis, lors de l'élection de 2024, 100 familles ont injecté 2,6 milliards de dollars. Elon Musk a lui seul 200 millions via son Super PAC. En retour, dès 2025, le cabinet Trump est rempli de figures issues des industries qu'elles doivent réguler. La SEC, le régulateur boursier, est confiée à un opposant historique à la régulation. C'est le triomphe du conflit d'intérêts institutionnalisé. Et en Europe, avec des règles de financement plus strictes? Le lobbying passe par le lobbying pur et dur. En 2025, les géants de la tech, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Google, ont dépensé 151 millions d'euros pour influencer l'UE. Entre janvier et juin 2025, ils ont eu plus d'une réunion par jour ouvrée avec la Commission européenne. Cette saturation de l'espace législatif crée un plafond de verre. Aucune régulation sérieuse qui menacerait leurs profits ne peut passer. Et il y a aussi cette fameuse revolving door, le pantouflage. L'osmose parfaite. En France, à peu près 10% des hauts fonctionnaires des grands corps sont en poste dans le privé. Les mêmes personnes conçoivent les règles et ensuite vont les appliquer ou les contourner dans le secteur concerné. Le gouvernement nommé en octobre 2025 est un archétype de cet entre-soi. Des hauts fonctionnaires, des anciens PDG, des cadres financiers. La politique est devenue une gestion d'intérêts, pas une expression d'une volonté générale. On arrive à l'arme la plus nouvelle, l'algorithme. Le document parle de fragmentation du social.
c'est le chef-d'œuvre de la domination contemporaine. Des études de 2025 montrent que les algorithmes des réseaux sociaux peuvent radicalement modifier les opinions politiques en une semaine, un effet qui prendrait 3 ans dans la vie réelle. Ils créent des chambres d'écho, ils polarisent, ils isolent. Ils empêchent la formation d'une conscience collective, d'une colère unie. Les classes populaires, plus exposées à la désinformation, en sont les premières victimes. Et bien sûr, cette bataille se joue aussi sur l'accès, le fossé numérique. Le Digital Divide est la nouvelle frontière du sens. En 2025, pour être un citoyen actif, il faut un bon accès Internet et des compétences digitales. Or, dans les zones rurales et pauvres, l'accès au haut débit est inférieur à 70%, contre plus de 95% chez les riches. Les partis dématérialisent tout, adhésion, consultation, ils ne parlent qu'à une frange connectée et diplômée de la population, laissant de côté les invisibles du numérique. Face à ce tableau assez noir, le document évoque quand même des lueurs d'espoir, des résistances. Oui, et elles sont significatives. La plus emblématique est la proposition de taxe mondiale sur les milliardaires de Gabriel Zucman, portée au G20. 2% sur le patrimoine des ultra-riches, ça pourrait rapporter 250 milliards de dollars par an. De quoi financer des services publics, la transition écologique. En France, une version a été adoptée début 2025, mais les milieux d'affaires ont hurlé. En Californie, une initiative populaire pour 2026 propose une taxe à 5%. Le conflit fiscal, le conflit de classe, revient sur le devant de la scène. Le système montre aussi des signes de faiblesse. Le modèle de gouvernance par la dette s'essouffle. En 2026, la charge des intérêts pourrait atteindre 100 milliards d'euros en France. L'État est étranglé, paralysé. Cette paralysie extrême profite d'ailleurs à l'aristocratie financière, qui en profite pour imposer des privatisations et des dérégulations impensables en temps normal, comme on l'a vu dans le budget français de 2026. Mais cette paralysie extrême pourrait être aussi le point de rupture. Pour conclure, Judith, la thèse est donc que nous n'avons pas aboli les privilèges, nous les avons modernisés. Exactement. Nous sommes passés d'une aristocratie de sang à une aristocratie de richesse, protégée non par des titres, mais par la dette, les algorithmes et le lobbying. Le vote existe, mais il est neutralisé. Les décisions cruciales sont prises par des agences de notation, des gérants d'actifs comme BlackRock ou des algorithmes opaques. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, dit le document. Les tensions de 2025 font écho à celles de 1789. La lutte pour le contrôle de la richesse et de sa distribution est plus jamais d'actualité. La question finale est de savoir si ce nouvel ancien régime algorithmique connaîtra lui aussi sa rupture, et cette fois, si elle pourra déboucher sur une architecture véritablement démocratique. Merci Judith. C'était un deep dive saisissant. À nos auditeurs, à vous de juger, et surtout, d'agir. À bientôt sur Contre-champ.